soir, ben, on reçoit Mme Paul Boucher, qui vient nous visiter pour, ça fait quelques reprises, on se disait peut-être 3-4 fois, c'est certain, pas long. 2 fois vous, 3 fois vous, 1 fois M. Perron. Ça se peut. En tout cas, ça fait quelques fois que Mme Paul vient nous visiter et c'est toujours des conférences très intéressantes. Alors, ben, je vous laisse tout de suite avec elle. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Bonne soirée à vous aussi. Alors, merci de m'avoir invité. Merci d'être là. Ça me permet de partager ma passion. Je suis une personne un petit peu bavarde. C'est la première fois que je viens à Plessisville, puis dans l'assistance, je ne connais personne. Est-ce qu'il y en a qui me connaissaient que je ne les reconnais pas? Parce que des fois, avec les années, on change, hein? Non? OK. Ben, je pense que c'est la première fois que je viens qu'il n'y a pas d'anciens collègues de travail, parce que moi, j'ai travaillé 17 ans à l'hôpital Saint-Julien. Alors, d'habitude, je t'en paye. La patience? Ben, l'hôpital Saint-Julien. Non. Moi, Il y avait beaucoup de monde, là, hein? Il y a beaucoup d'amour dans cet hôpital-là, vous savez. J'en doute pas. Oui. Mais ça fait de la patience pour travailler. Des fois, ça prend plus de patience dans le trafic à Québec qu'à l'hôpital Saint-Julien. Oui. Alors, ce soir, je vous fais une conférence sur la mission des artistes et des créateurs. Est-ce que parmi vous, il y a des artistes et des créateurs? Non. Moi, je pensais, ça va être... Peut-être amateur. Oui. Mais c'est tous des artistes, parce que je ne connais pas, les autres. OK. OK, madame? Oui, la peinture. La peinture. Et vous, monsieur? Non, je suis musicien. La musique? Oui, bon. Tout ce qui touche les arts. Ça... Oui, madame? Du vitrail. Du vitrail? Ah, ça, je vais faire ça à ma retraite, là. C'est le temps qui me manque, moi. Alors, je vais vous présenter un petit peu, grosso modo, ce que je fais. Vous allez voir, des fois, je suis un petit peu spéciale. Je ne suis pas une personne conventionnelle, moi. J'ai toujours été un peu bouton noir, vous savez, mais ça en prend, hein? On n'est pas obligé d'être toutes pareilles. Alors, le premier livre que j'ai écrit, voilà, c'est Les signes de jour. C'est un livre, j'avais besoin de ça parce que je donne un atelier pour aider les gens à découvrir leur mission de vie. Alors, je leur disais, écris tes rêves que tu vas avoir la nuit, mais aussi écris les synchronicités, les coïncidences que tu vas avoir dans la vie d'éveil. Et les gens, ils disaient, c'est quoi ça, les coïncidences, les rêves éveillés, les signes de jour? Les gens, ils ne savaient pas c'était quoi. Alors, j'ai écrit ce livre-là pour leur montrer qu'est-ce que c'est des signes de jour et à quoi ça sert. Ensuite, mon deuxième, ça a été rêve et télépathie. Parce que dans nos rêves, on communique directement avec des personnes qui peuvent aussi bien être au Japon, avec un bébé ou avec une personne qui est décédée. C'est pour ça qu'on rêve des fois des personnes décédées qui nous parlent, qui nous donnent des informations. Ensuite, j'ai écrit les lois spirituelles, les signes de jour et les lois spirituelles. Alors, si vous en allez dans le chemin, que vous ne connaissez pas le code de la route, vous allez avoir une contravention, même si vous dites aux policiers, ben je ne le savais pas. Comme tantôt, moi j'ai fait, je m'en venais sur la rue Saint-Louis, il y a un moment donné, un monsieur qui se braque en avant de moi, qui baisse sa vitre, puis qui me fait un signe arrête. J'étais pas dans le bon sens, dans la bonne direction. Alors, même si on dit aux policiers qu'on ne le savait pas, on a une contravention pareille. Bien, les lois spirituelles, les lois de la vie, ça marche comme ça aussi. Hein? On a des tapes ses doigts. Et c'est notre responsabilité de s'enquérir des lois spirituelles. Ah, oui. Ensuite de ça, vous avez le livre « Voyager dans la lumière », c'est sur les sorties hors corps. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Les voyages astrales. Oui, les voyages astrales. Alors, voyager dans la lumière, sur les sorties hors corps, sur les risques, sur les avantages, qui on peut rencontrer, ce qu'on peut faire, où on peut aller, comment on peut faire pour y retourner une deuxième fois. Alors, il y a un dernier chapitre qui est intéressant parce qu'il dit, il y a des risques et comment éviter les risques, parce qu'il y a des façons de faire sans sortir hors corps. Le prochain, c'est, ces deux-là, ils vont comme ensemble. Alors, le dessin intuitif, ce sont des dessins que je fais faire aux gens, c'est du gribouillage en fait, au pastel sec. Et ça révèle, une fois qu'on est estompé avec un papier mouchoir sur du papier sketch, quand on a fait du gribouillage, ça donne un dessin. Il faut juste avoir le cerveau droit très allumé, le sens artistique.
Et vous allez voir, je vais vous en présenter tantôt durant la conférence. Ça, c'est des dessins. Je les ai mis sur des toiles, je les ai peints. C'est des dessins des clients qui posaient une question à leur subconscient. Et ça, c'est la réponse. Alors, tantôt, je vais vous en parler. C'est bien dessiné, hein? Oui, c'est Ah, c'est comme que... là, c'est doux. La vie a du talent en dessin. Parce que la personne, elle fait les yeux fermés, là. Elle n'a pas dessiné vraiment. C'était du gribouillage estompé et ça donne ça. Alors moi, ce que je fais, les plus beaux, je les transfère sur des toiles, puis je vous les montre. OK. Alors le dessin intuitif et des collages qui font grandir, c'est des ateliers que je fais. Je fais dessiner une personne. Elle se pose une question dans sa vie sur n'importe quel sujet. Santé, amour, n'importe quoi. Et après, je leur fais faire un collage. Ils pigent 3 images, on les colle, puis on les interprète comme on fait avec des rêves qu'on fait la nuit. Et c'est magique. J'ai écrit ensuite, le prochain, c'est celui-là, Nos amours karmiques, ce sont les relations amoureuses qui sont difficiles, les amours malheureux qui finissent mal ou ça va pas bien dans une relation. Souvent, ça dépend du karma, ça dépend de ce qu'on a vécu dans le passé, des erreurs qu'on peut avoir commises en enfreignant les lois spirituelles, justement, dont je vous ai parlé. Et c'est des ateliers aussi que je fais pour que la personne puisse prendre conscience, qu'est-ce que moi, je fais qui gâche une relation? Parce qu'on est souvent inconscient de ça. La portée de ce qu'on, nos paroles, nos actions, nos pensées peut avoir sur l'autre. Je ne travaille pas sur ce que l'ex a fait, a dit. Je travaille vraiment avec la personne elle-même, sur ses rêves, sur ses coïncidences aussi. J'ai écrit ensuite « Hello bébé, maman écoute » pour les madames qui sont enceintes ou les grands-mamans, parce que souvent il y a un lien très serré entre la grand-maman et les petits-enfants. Alors, comment on peut communiquer avec l'âme d'un bébé dès la maternité? Vous savez que l'âme est présente au moment de la conception. Alors, déjà, la future maman, elle peut se programmer des expériences pour déjà établir le contact avec son petit bébé. Puisque le hasard n'existe pas, merci à toi d'exister, c'est un collectif. Là-dedans, je pense qu'il y a, il semble, je ne veux pas vous compter de blague, 30 ou 50 conférenciers au Québec qui ont écrit, ils ont décrit là-dedans, et j'en fais partie, des expériences qui les ont amenés à faire de la croissance personnelle. Ça, il faut que je vende ça à tous les mécaniciens du Québec. Et vous, ça roule. C'est sur la cause métaphysique, c'est-à-dire pas physique, mécanique, mais métamécanique. Parce que la voiture, c'est le symbolisme de notre corps physique, de notre conduite. Alors, dans les rêves, par exemple, si je conduis mal ma voiture, ben c'est que peut-être que dans la vie, ma conduite n'est pas appropriée. Devenir le meilleur interprète de vos rêves, c'est des thématiques qui reviennent souvent dans les rêves. Par exemple, vous avez les enfants, les bébés, vous avez les animaux, le climat. Il y a une tornade dans mon rêve, il ne fait pas soleil, il pleut. Alors, tout ce qui est climatique dans les rêves, c'est important de s'y attarder. Et vous avez aussi le temps. Parce que vous savez, quand on rêve, on se promène. Le temps existe juste dans le physique et l'astral. Alors, quand vous rêvez, si vous dépassez ces plans-là, vous avez accès au passé et vous avez accès au futur. Alors, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je suis rendue à mon petit bébé dernier. Ce que les artistes et les créateurs ignorent, ce dont je vais vous parler ce soir. Alors, j'ai pris le pouls. Il y a un peu des gens de tous les arts. Hein? On a dit la musique, la peinture, le tissage. Pardon? La danse. La danse? Ah oui, quelle ça? La danse en ligne. Ah, OK. Ben là, je me disais peut-être c'est du baladi. Présentement. OK. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à ça, moi? À un moment donné, je suis une fanatique du cinéma, je dois vous dire. Et mon fils aussi. Alors, dès qu'il était très jeune déjà, j'aimais ça l'amener le samedi au cinéma. On a vu les Star Wars, toute la série ensemble. Et il y a toujours une leçon. Ces films-là, c'est des films à saveur, à contenu spirituel. Hein? Il y a toujours une leçon. Vous vous rappelez la force neutre.
dans Star Wars. Et qu'est-ce que ça nous disait? Quelle leçon spirituelle ça nous donnait? C'est que quand on est neutre et qu'on se met canal, par exemple, pour l'amour, ou la vérité, ou le bien, on a des grosses chances de l'emporter. Si c'est l'ego qui est au bout de l'épée, je ne me souviens plus de son nom, là, pas Darth Vader, c'était le noir, mais Luke Skywalker. Alors, selon l'intention qu'on porte, il y a une force agissante. Hein? Et on n'a plus de chance de vaincre si on est du bon côté de la clôture, si on combat pour le bien et non pour le mal. Mais, je me suis aperçue, vous avez vu par exemple, est-ce qu'il y en a qui ont vu Truman avec... pas Truman Capote, le Truman Show. Truman Show avec Carey. Oui. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu? C'est un gars qui... comment on appelle ça, les émissions? Pardon? Télé-réalité. C'est ça, je cherchais en m'en venant, je ne me rappelais plus. J'écoutais pas ça, c'est pour ça que je ne m'en rappelais plus. La télé-réalité, le gars, il est filmé tout le temps et il ne sait pas. Et il vit dans une grande boule, une sphère, puis finalement, à la fin, il trouve une porte, il sort de là, puis il s'aperçoit qu'il était complètement dans l'illusion. La vie sur la planète Terre, c'est pas mal comme ça. Hein? C'est ce que l'auteur a voulu nous faire passer comme un message en disant, sortez de l'illusion. Vous vivez sur la planète Terre, il se passe des choses, mais ayez un regard observateur sur la conscience sociale. Vous avez aussi le film « Seul au monde » avec Tom Hanks. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu? Ça vous a appris quoi, ce film-là? Seul au monde, le gars, l'avion fait un crash, il s'en va sur une île déserte, il travaille pour FedEx, qui ramasse les paquets, puis il se retrouve avec un ballon Wilson qu'il baptise, et ça, c'est son nouveau dieu. Il ne sait pas se débrouiller lui-même, comme être... La survie. Je pense qu'il était tout le temps dans le roche, puis là, il fallait qu'il apprenne à prendre son temps. C'est ça. Oui. À découvrir Oui, son potentiel intérieur. Alors, l'épreuve, moi, ce que ça m'a appris personnellement, et là, on pourrait en discuter avec 10 personnes qui l'ont vu, on aurait des points de vue différents. Mais collectivement, ce film-là nous apprenait que les épreuves dans la vie, c'est souvent la plus belle chose qui nous arrive, parce que ça nous connecte avec notre spirituel. Ça nous oblige à faire aller dans nos mondes intérieurs, puis à aller de l'avant. La Matrice, c'est la même chose. Il y en a qui ont vu La Matrice, le film La Matrice, non? Alors, La Matrice, c'est un film qui montre la puissance, le pouvoir de nos mondes intérieurs. C'est un film il y a beaucoup de contenu spirituel dans ça. Et un vieux film, je ne sais pas si vous avez vu ça, Enemy Mine. Enemy Mine, c'est une projection dans le futur. Vous avez un gars qui conduit une espèce de fusée. Vous avez un autre bonhomme qui est un extraterrestre qui conduit une autre fusée. Et c'est comme ces deux planètes-là sont en guerre. C'est comme si on n'a pas assez de troubles ici, on va en chercher ailleurs. Alors, ils combattent, ils se blessent, c'est-à-dire qu'ils accidentent leur vaisseau tous les deux. Ils atterrissent sur la même planète et ils se retrouvent à la même place. Et là, ils sont condamnés tout seuls, il n'y a pas personne qui va aller chercher là. Ils vivent, ils partagent leur quotidien, sauf que l'extraterrestre, lui, il fait un chant d'amour à Dieu, comme une prière tous les jours, parce qu'il est très reconnaissant. Et ce sont des gens qui ont des enfants hermaphrodites, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'un autre partenaire. Par l'amour qu'ils ressentent, ils créent un bébé à l'intérieur d'eux. Et quand ils accouchent, ils meurent. C'est comme ça, eux autres. Et le gars, l'extraterrestre, il annonce à l'autre qu'il va mourir et qu'il va devoir s'occuper de son bébé. Alors imaginez-vous un peu la situation, c'est un humain qui se retrouve à faire le babysitter du bébé extraterrestre et sont en guerre. Alors, c'est un film qui contribue beaucoup à l'éveil des pays qui sont en guerre. Alors, ça montre vraiment qu'on a tout à apprendre d'une autre culture, peu importe la culture. Là,
on est sa planète, puis il y a des cultures, là, qu'on en revient un peu, là, avec ce qui se passe dans le monde, pour ne pas nommer les musulmans. Hein? Mais quand on se met à étudier les autres cultures, on s'aperçoit qu'ils ont du bon, ces gens-là aussi. Il faut juste se dire, moi j'ai vécu dans ces pays-là. J'ai travaillé dans les années 70 au Moyen-Orient, j'ai vécu dans des familles musulmanes, et je vous dirais que ces gens-là, on a tout à apprendre d'eux. Ce qu'on voit sur les journaux, les djihadistes, ça n'a aucun rapport avec les musulmans, aucun, pas du tout. C'est même pas musulman de faire ce qu'ils font. Alors, vous pourriez certainement m'en nommer des films que vous avez vus et qui vous ont apporté quelque chose et qui apportent à la société au complet. Collectivement, ça nous amène de quoi? Mais moi, je me suis aperçue que c'est le microcosme dans le macrocosme. C'est-à-dire que je vais au cinéma et il y a des leçons de vie pour moi personnellement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller vous asseoir devant un film à la télévision, dans le salon chez vous, ou au cinéma, et de vous apercevoir que le sujet du film vous touche dans ce que vous vivez ici maintenant? Madame, voulez-vous partager votre expérience? Je suis allée voir le dernier film de Xavier Dolan. La fin du monde? Oui. Et puis, je pense que c'est ça, je ne sais pas c'est quoi le titre. Puis, c'est des problèmes de communication, en fait, ce film-là. Oui. C'est que ça. Oui. Puis, en tout cas, ça venait me chercher, parce que c'est ça. Vous vivez ça, hein? Alors, moi, je pense que tout le monde vit ça. Ouais. Des problèmes de communication. Ben, c'est pas tout le monde qui en est conscient, madame. C'est pour ça que je fais cette conférence-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui consomment les arts, qui ne s'arrêtent pas. Et si ce soir, dans toute cette conférence-là, il y a une phrase que vous pourriez retenir, et je serais très contente, c'est quoi que j'ai à apprendre de ce film-là? C'est quoi que j'ai à apprendre de cette musique-là ce soir? Qu'est-ce que ça vient m'enrichir en dedans? Qu'est-ce que j'ai à apprendre du livre que je suis en train de lire? Qu'est-ce que j'ai à apprendre d'une pièce de théâtre que je vais voir? Le film au cinéma, dans mon salon chez nous, j'écoute, je ne sais pas moi, l'affaire de l'auberge du chien noir, ou peu importe. Tout ce qu'on regarde, on l'attire à soi. Hein? Et on a quelque chose à aller chercher là-dedans. Et ça fait toujours référence à quelque chose que je vis maintenant. Pas la semaine passée, souvent, c'est très actuel. Alors moi, la première fois que j'ai pris conscience de ça, ça fait déjà quelque temps. Je ne sais pas il y en a-tu qui ont vu le film Le patient anglais? Alors, vous vous rappelez, il y avait un visage, il avait été brûlé, lui, il avait un visage ravagé. Alors, j'ai eu un rêve où je suis en train d'allaiter ce personnage-là. Mais moi, je ne l'avais pas vu, le film n'était pas sorti encore, là. Quelques semaines après, je marche dans mon bled, je marche, ça même, et je vois au cinéma une annonce de film. Puis là, je regarde l'image, je me suis dit, mon Dieu, ça ressemble au gars dans mon rêve. Je vais voir le film, et effectivement, c'est comme si j'avais vu le film 3 semaines avant qu'il sorte. OK? C'est prémonitoire, parce que je vous ai dit, en rêve, ça n'existe pas le temps, là. On se promène autant dans le passé que dans le futur. C'est pour ça que, souvent, dans vos rêves, vous êtes encore dans la maison de votre grand-mère qui est décédée, ça fait longtemps, puis elle ne reste même plus là, puis vous rêvez encore à ça. Mais on peut aussi se promener dans le futur. Alors, ce que ça m'a dit, par rapport à mon vécu personnel, je l'allaite, donc je le nourris. Arrête de nourrir une souffrance que tu as vécue dans le passé. C'était juste ça que ça me disait. C'est comme si j'étais restée avec quelque chose et je continuais de penser et d'alimenter ça. Ça permet, c'est un film qui permettait beaucoup de se libérer du passé. Il y a aussi un film qui m'a appris à m'accepter telle que je suis. Est-ce qu'il y en a qui ont vu l'ère des glaces? Oui. Ouais. Alors, la mammouthesse et le mammouth, OK? Je pense que c'était le premier ou le deuxième. À un moment donné, quand le vieux bougonneux, là, le mammouth, il commence à être amoureux de la jeune mammouth,
À un moment donné, moi, j'avais été au cinéma, avant le cinéma, j'avais été souper avec mon ami. Puis là, il me disait, hey, on va se commander un gros dessert écœurant. Hey, j'ai dit non. Tu trouves pas que j'ai assez de poids comme ça, là? J'ai dit, tu m'aides pas pantoute. Puis là, j'étais fâchée après lui. On s'en va au cinéma. Puis lui, il me dit, moi, je t'aime comme t'es. Je te demande pas de changer, c'est toi qui veux perdre du poids. Moi, je t'aime de même. Là, dans le film, là, le mammouth, il demande, je pense, la mammoutesse, qu'est-ce que t'aimes de moi? Il le regarde, puis il dit, moi, ce que j'aime de toi, t'as le plus beau et le plus gros popotin que je connais. Et là, il y a mon chum qui me donne un coup de coude. Je l'aurais battu. Alors, c'était comme, accepte-toi donc, tel que tu es. Comment ça se fait que moi, je viens juste de vivre ça, je m'en vais au cinéma et viens dans les dents, tu sais, en plein ce que je suis en train de vivre. Être guidé vers la réalisation de soi. Je vais juste lire ma petite note, là, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas... La dernière fois que j'ai fait cette conférence-là, c'était à l'Université Laval, je pense que ça fait 3-4 ans. Fait que donnez-moi une petite chance, là. Ah, OK. Moi, je travaillais dans une grosse compagnie de construction à Québec qui a fait les manchettes dans les journaux, les petites enveloppes jaunes, là. J'en ai vu passer quelques-unes. Nous autres, on disait qu'ils étaient brunes, là. Alors, j'avais un bon salaire, c'était un beau milieu de travail, un bel édifice, des belles conditions, des beaux avantages sociaux. Ils nous payaient juste que le gym. La rétention personnelle, aujourd'hui, ils voient, hein, les entrepreneurs. Mais, moi, non, il y avait quelque chose qui me manquait. Je m'en vais au cinéma, et là, c'est le film Aujourd'hui ou jamais. Il y en a-tu qui ont vu ça? Avec Jack Nicholson, le fameux Jack Nicholson, le vol au-dessus de nid de coucou. OK? Et il y a un acteur noir, je m'excuse, j'ai oublié le nom. Morgan Freeman. Oui, Morgan Freeman. Qui a dit, c'est toi? Ah, c'est un cinéphile, lui. Ouais, malheureusement. Malheureusement ou heureusement pour moi. Puis il y a de la mémoire, hein? Oui, il y a de la mémoire. Oui, bien, Morgan Freeman, dans le film, il y a aussi beaucoup de mémoire. Ils sont en train de parler de l'histoire des États-Unis. Lui, il travaille sur une voiture, il est mécanicien, Morgan Freeman. Et là, les gars, ils disent, hey, t'as de la mémoire, toi, c'est cœur, hein? On dirait que vous l'avez vu, ce film-là, ouais. Oui, mais je m'en souviens pas. Oui, je me souviens du titre. Il dit, moi, j'ai toujours rêvé d'aller étudier en histoire à l'université. Paf! Ça me rentre dedans comme un coup de fusil. Je me mets à pleurer dans le cinéma. Puis là, je pleure. Puis là, je dis, ben voyons, prends-toi, tu sais. Prends-toi, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, mon ami, il me dit, ben voyons, c'est quoi qui se passe? Ah, j'ai dit, vraiment, là, ce qu'il vient de dire, là, ça m'affecte. Je suis sortie de là. J'ai dit, tu vas venir me porter à l'Université Laval. Je suis montée au bureau du registraire. J'ai ramassé un formulaire d'admission. Et le lendemain matin, je me suis dit, je vais m'inscrire. Et coïncidence, et ça fait ça souvent dans ma vie, je rentre travailler et il n'y avait pas de problème. Là, au travail, ça allait très bien. Ça se fait à mal aller, cette affaire-là. J'ai du chiolage d'une employée, l'autre qui s'en mêle. Tu sais, c'était comme une énergie qui n'était pas belle, qui n'était pas agréable. Et souvent, moi, dans ma vie, ça a fait ça. C'est comme quand c'est le temps de quitter un endroit pour aller vers une autre aventure, il y a de la magouille. Et Paul ne reste pas où il y a de la magouille. C'est dommage, elle n'aime pas ça. Moi, je suis une grande pacifique et j'aime pas ça, la magouille. Je m'en vais. Alors, je suis partie, j'avais 50 quelques années, je me suis inscrite à l'université, je suis allée faire un bac. Alors, il n'y a rien de trop beau. Et j'étais en histoire de l'art et j'ai tellement trippé. Malheureusement, je n'ai pas pu finir mon bac dans ce domaine-là parce que je ne pouvais plus suivre mes cours magistraux.
il y avait ma mère qui avait été déclarée cancéreuse à ce moment-là. Elle avait 2 cancers et comme c'était censé être rapide, j'ai choisi de laisser mes cours magistraux et de switcher dans une autre branche. Alors ça m'a vraiment, ce film-là, marqué pour ma réalisation. Parce que le fait d'aller faire ce bac-là en sciences de l'éducation, dans lequel j'ai fini finalement, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Alors, pour du travail maintenant, dans un domaine que j'aime beaucoup. J'ai une question. Oui. Pour vous, c'est une évidence, être capable d'interpréter les événements, mais ce n'est pas donné à tout le monde. C'est de la pratique, madame. Ça, c'est le cerveau droit. Hein? Plus vous faites travailler votre cerveau droit, plus vous avez des connexions qui se font naturellement. Comment on fait travailler le droit? Fermez vos yeux le plus souvent possible le jour. Ça développe beaucoup d'intuition et ça vous reconnecte avec vos mondes intérieurs. Et c'est ça. Et quand vous avez la bonne interprétation, mettons, vous vivez quelque chose, puis vous essayez de l'interpréter. Ici, là, au plexus, quand vous avez la bonne affaire ici, là, ça dit oui, c'est ça. Il y a comme une résonance, une certitude qui s'installe. Il faut faire confiance à ça, mais c'est l'homme qui parle aussi. Hein? Oui. Quand j'ai fini mon bac, j'ai un copain qui a pris sa retraite comme professionnel au gouvernement. Et il a réalisé son grand rêve de s'acheter un gîte à la campagne. Alors, il me dit, ben toi, tu as de l'expérience en restauration, en hôtellerie et en communication. Il y avait un autre domaine, là. En tout cas, je ne sais plus. Je l'ai oublié. Il m'a dit, j'aimerais ça que tu viennes me donner un coup de main. Moi, je venais de finir l'université 3 ans. Je me disais, ben, ça pourrait me soulager l'esprit un peu, tu sais, parce qu'on travaille beaucoup de la tête pour les travaux. Et là, je travaillerais plus physiquement. Alors, j'ai accepté de relever le défi durant 1 an. Et avant de décider, j'étais sur le branlant. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? J'y vais-tu? J'y vais pas? Parce qu'un an, tu sais, il faut aimer ça. Là, c'est quand même une longue durée. Je suis allée voir le film, c'était la donation, je pense. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu la donation. C'est une femme médecin qui s'en va remplacer en Abitibi un médecin de campagne qui doit s'absenter. Finalement, je pense qu'il meurt hein, dans le film. Il ne revient pas et elle, il faut qu'elle se décide, elle reste ou elle reste pas. Alors, elle était sur le branlant, pareil comme moi, je faisais. Finalement, elle est restée à la fin parce qu'elle voit qu'il y a beaucoup de gens dans le besoin là-bas. Et moi, j'ai décidé d'y aller, mais j'avais un engagement d'1 an. Alors, ça nous aide à prendre des décisions, à peser le pour et le contre. Et des fois, l'ego, il veut nous amener quelque part, mais c'est pas là qu'on doit aller. On doit vivre des expériences. Et même s'il y a des bouts difficiles, c'est comme, c'est la voie de l'apprentissage et ça nous enrichit beaucoup. Alors, ça, c'est quelque chose, quand vous avez des décisions à prendre, vous pouvez demander à vos rêves de vous guider la nuit. Parce que vous savez, les rêves, c'est là c'est la voie de l'âme et ça nous dit la bonne direction. Quand vous voulez valider un choix, vous dites à votre... Vous pouvez écrire sur un bout de papier avant de vous coucher. Cette nuit, je vérifie les conséquences futures de choisir, de faire tel choix. Et voyez en votre rêve, même si les images n'ont pas rapport à la question, ce qui est important, c'est de valider le sentiment que vous avez dans le rêve. Est-ce que c'est un sentiment qui est intéressant, que vous aimez, ou vous n'étiez pas bien? Alors, c'est ça, c'est le sentiment qui est votre réponse. Je vais être bien dans mon choix, ou si je ne serai pas bien. À un moment donné, je devais prendre une décision avec mon ami. Je choisis de rester ou de partir. Alors, c'était mon amoureux, là. C'était une décision qui était majeure. Je m'en vais au cinéma
Et je me retrouve, en fait, j'avais choisi d'aller voir un film. Quand je suis arrivée au guichet, le gars, il dit, c'est ça le compte, tu peux pas, il va falloir que tu ailles voir un autre film. Alors, je dis, ben, c'est quoi ton autre film? Alors, c'est un film que j'avais même pas choisi de voir. Et je me suis retrouvée là. Et c'est le film, C'est compliqué avec Meryl Streep. Est-ce que vous connaissez ce film-là? Lui, il le connaît, hein, c'est sûr. Alors, c'est Meryl Streep est divorcée et elle a démarré boulangerie-pâtisserie, puis elle a beaucoup de succès, sa business, ça va bien. Et là, son ex revient dans le décor, le père de ses enfants, et il voudrait reprendre avec elle. Alors, là, je me dis, c'est comme ça touche la même situation que moi. Tu sais, j'avais même pas choisi de voir ce film-là, mais la vie m'a tricoté ça, puis elle m'a amené ailleurs. Et la conclusion du film, c'était pas une bonne idée. Alors, c'était ma décision aussi, ça allait dans ce sens-là. Revisiter ses croyances. Des fois, vous savez, quand on fait des expériences, quand on est jeune, on développe des chemins dans notre cerveau, des neurones, hein, on a des synapses qui se font. Et on a tendance, après ça, chaque fois qu'on fait face à une situation qui lui ressemble, on réagit toujours de la même manière. Moi, je n'avais pas vraiment une bonne opinion par rapport à certaines sortes de monsieur. OK? Je ne dis pas toutes les messieurs, mais certaines espèces de monsieur. Et quand je suis allée voir, j'étais dans une période comme ça, et je suis allée voir De Père en flic avec le petit humoriste là, que j'aime beaucoup, Louis-José Hood et Michel Côté. Ah, mon Dieu, que j'ai adoré ce film-là. Quand, je sais pas si... Y en a-t-il qui l'ont vu? Ah, il y en a beaucoup, hein? Quand ils se bataillent dans la boue, le père et le fils en short, non, mais c'est-tu assez beau? C'est quand Louis-José Hood, il dit les 4 vérités à son père. Ah, et ça, là, moi, ça m'a tellement réconcilié, là, avec la jeune génération, tu sais, parce que je me disais, enfin, la jeune génération change, parce qu'il y a des messieurs de mon âge qui ont des drôles de mentalité qui ne me conviennent pas. Mais lui, il m'a vraiment, vraiment réconcilié et ça m'a permis de modifier mes croyances par rapport à l'agent masculin. Bien là, les messieurs, prenez pas ça mal, là. Moi, je suis moi-même. Je suis un être humain, là. Je suis pas parfaite. Pardon? Je suis bien d'Adam, moi, comme de l'homme. Je suis les ridicules de mon personnage. J'adore rire. Alors, quand j'étais en dernière année durant mon bac, là, j'avais un peu eu la broue dans le toupette parce que moi, j'ai toujours continué de travailler mes choses personnelles, mes conférences, mes ateliers, en même temps que je faisais mon bac. Et là, j'avais une tournée en Europe qui s'organisait. C'était en Belgique. Et plus le temps avançait, ouf, ça me décourageait assez. Là. Je me disais, voyons, j'y vais-tu, j'y vais pas. Tu sais, pourtant, ça devrait être le fun de voyager, voir toutes sortes de monde, visiter des villes, aller de ville en ville. Mais en dedans de moi, là, non, ça ne marchait pas, ça ne me tentait pas. Alors, je m'adonne à aller voir le film Big de Tom Hanks. Vous connaissez Big? Ça vous dit quelque chose, non? Ah, moi, je vais beaucoup au cinéma. Hein. Ça, vous l'aviez vu à l'époque? En 89, quand ça? En quelle année? Ah, je ne sais pas. Ça va faire un bout, là. Ouais, je ne sais pas quelle année, là. Moi, je suis intemporelle, monsieur. M'en est pas ce que j'ai fait hier matin, je ne sais pas. Moi, j'essaie de vivre mon moment présent, puis ce qui s'est passé avant, là, aucune idée. Et ce matin, j'avais perdu mon agenda, j'étais malheureuse, parce que quand tu vis dans le moment présent, tu ne sais pas ce qu'il y a demain. Mais une chance que M. Perron, il m'avait écrit pour me redonner la mémoire. Au moins, je savais que je venais ici ce soir. Merci. Alors, il faut écouter son cœur. Hein? Quand ça tire comme ça en dedans, c'est peut-être que ce n'est pas notre classe, finalement. Alors, je m'en vais voir le film Big, et c'est la vie d'un gars qui fait la grosse vie, OK? La grosse vie, là, sur tous les plans.
Et à la fin du film, là, c'est comme, il revient simple, une vie ordinaire, puis il est bien content de ça, puis c'est ça que ça lui prend. Alors je me suis dit, garde, il n'y a pas de hasard. Peut-être que dans le moment présent, moi aussi, c'est ça dont j'ai besoin. Est-ce qu'il y en a qui ont vu la nostalgie de l'ange? C'est l'histoire d'une petite fille de 14 ans qui a été assassinée et est en amour par-dessus la tête. Et on voit, elle est morte là, puis on la voit dans le monde astral, c'est ça, parce qu'elle est vraiment frustrée, elle est vraiment en colère d'être morte parce qu'elle voulait vivre son roman d'amour avec son chum. Et elle a été privée de ça parce que le bonhomme, il l'a assassiné. Elle est tellement frustrée, là, et on voit qu'il y a de l'eau noire, tu sais, il y a une inondation, et c'est lugubre. Et là, au fur et à mesure que le film avance, on voit la portée des émotions négatives. Quand on n'accepte pas des événements, quand on ne fait pas de pardon, comment on est dans l'obscurité, et à la fin, elle commence à se détacher de cet événement-là, et on voit la progression dans le film, dans le monde astral, là. On voit toute la transformation. Alors, le ciel s'éclaircit, son monde est plus beau, et elle finit par monter à la lumière. Mais c'est un bel exemple, je trouvais que c'est un bel enseignement pour nous dire que peu importe ce qui arrive dans notre vie, qu'on doit travailler à l'accepter, parce que ça nous garde dans des basses vibrations, ça nous éloigne du beau et du bon. Quand j'ai fini mon bac en sciences d'éducation, j'avais donné mon nom dans l'Aude-Binière, où j'ai habité un bout de temps, pour faire de la suppléance dans les écoles. Alors, l'école primaire de Dosquet m'ont appelé pour remplacer une enseignante en avant-midi. Alors, j'ai eu de la chenoute là, ça n'a pas de bon sens. J'avais des élèves de 5e, 6e année. Là, je me remettais en question, je me disais, c'est-tu ma classe? Bien, le soir, j'arrive à la maison et je vois à la télévision, il y avait un documentaire sur le petit monde des Lourdesses. C'est une femme, elle, là, est missionnaire. Les enfants, ils ont des conflits entre eux autres. Elle leur parle, elle a des façons de communiquer avec eux, là. Elle est toute douce et toute bonne, et toute merveilleuse. Hey, moi, je me dis, waouh, j'ai du chemin à faire pour être capable de l'accoter, cette madame-là. Alors, je voyais comment elle faisait du bien aux enfants. Et moi, je ne me sentais pas équipée pour faire ça avec des petits. J'étais habituée de travailler avec des adultes. Moi, je me sentais très maladroite. Alors, je me suis sentie vraiment que je n'étais pas au bon endroit, au bon moment. Moi, dans les écoles primaires, ce n'était pas ma classe. Alors, j'ai appelé la secrétaire à l'école. Elle était toute désolée de ça parce que dans ce coin-là, il n'y avait pas beaucoup de remplaçantes. Mais je voulais vraiment bien faire parce que les enfants, c'est important de les envoyer sur la bonne route tout de suite. Hein? Puis quand on n'est pas équipé, puis qu'on ne se sent pas compétent de faire ça, moi, je me dis, on est mieux de donner la place à un autre joueur. Puis d'aller, tu sais, la vie, pour moi, c'est comme un casse-tête où il y a plein de pièces et on est tous raboutés les uns avec les autres, là. Moi, dans ma mission de vie, il y a du monde qui sont rattachés à moi. On travaille toujours en équipe, on ne travaille pas tout seul. Et c'est important que je sois au bon endroit, sinon il manque quelqu'un. Alors, je me suis dit, je vais donner la chance à une personne qui, elle, c'est sa vocation d'être avec les jeunes enfants. Et ça, c'est juste parce que ça a donné, ce soir-là, en plein, c'était le petit monde des Lourdesses qui a passé à la télévision et qui m'a vraiment sonné une cloche, t'es pas à ta place. À la radio aussi, la radio, ça nous amène de l'information de différentes façons. À un moment donné, quand l'hôpital Saint-Julien a fermé, moi j'ai été là 17 ans, j'ai quitté. J'avais pas de sécurité d'emploi. Alors je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? J'avais plein de signes, j'avais des maladies qui se développaient parce que je restais là, puis j'avais eu des rêves. Écoute,
Dans mon rêve, là, j'ai la robe de Cendrillon, puis je suis au poinçon, puis il est minuit au cadran de l'horloge. Puis là, je suis la première pour poinçonner, je m'en vire de bord, et là, je vois tout le personnel de l'hôpital Saint-Julien. Il applaudit, j'ai fini. Puis là, tu sais, c'était pas dur à analyser, ce rêve-là. C'est comme, regarde, t'as plus d'affaires là, fais quelque chose. Alors, je suis partie. Ça a pris du temps. J'avais encore mon fils à ma charge à ce moment-là. Alors, c'est quand on a une responsabilité de maman, c'est plus difficile un peu, ça tire en dedans. Mais j'ai fini par le faire. Et je me suis dit, je vais prendre un cours d'immersion anglaise, parce que l'anglais, on n'en a jamais de trop. Partout, les emplois, maintenant, ils demandent presque bilingue partout. Et je ne sais pas dans quoi je vais me diriger, mais ça dure 7 semaines. Et la 6e semaine, il y a mon prof qui rentre un matin qui dit « Paul, demain, il y a un agent du centre d'emploi qui vient au collège et ils ont acheté un cours et ils veulent que tu le suives. » Alors, je dis, ben, c'est un cours de quoi? Ben, viens demain, il va avoir une réunion d'information, mais moi, j'ai un rendez-vous le lendemain pour présenter un plan, une idée que j'ai eue, un plan d'affaires, dans un bureau du SADC, je pense que ça s'appelait dans le temps. Et là, le lendemain, je vais à la réunion avec l'agent du centre d'emploi. Et là, il est après moi, puis il me dit, on a regardé, tu as vraiment le profil de faire cette formation-là, en représentation commerciale et industrielle. Et moi, j'ai dit, regarde, j'ai vendu des frigidaires aux Esquimaux. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là, moi? Représentation commerciale et industrielle, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais j'ai dit, mon nom, c'est Boucher, mais je ne resterai pas Boucher. Je vais laisser la vie me parler. Si c'est à ma place, ce cours-là, on verra. J'attends des signes. Je m'en vais à mon rendez-vous l'après-midi chez la dame. Et à ce moment-là, à Thetford, je vivais dans la rue Saint-Nazaire. Et pendant que je suis dans le bureau de la dame qui me reçoit, elle reçoit un appel. Elle prend le message. C'est pour une livraison de portes dans la rue Saint-Nazaire, à Thetford. Alors, là, je dis, c'est drôle. Hein? Moi, je suis une femme qui reste dans la rue Saint-Nazaire. Et pour moi, dans mes rêves, quand il y a une porte neuve, c'est une nouvelle opportunité. Bien là, j'ai fait la connexion, j'ai dit, viens de m'offrir une opportunité, il m'a fait un cours. Alors, je me suis dit, ça doit être la réponse, il faut que je m'inscrive à ce cours-là. Mais là, j'ai dit intérieurement, je ne vais pas bâtir toute ma vie juste sur ce signe-là. Je veux une confirmation. Et là, j'embarque dans mon auto, et moi, quand je roule toute seule, la radio, on dirait que j'étais un petit peu dur de la feuille, c'est fort. Là, je démarre ma voiture, j'avais oublié que la radio était en marche, et là, ça crie « C'était la bonne réponse! » L'animateur, il venait de faire un concours, et la madame, j'imagine qu'elle avait donné la bonne réponse, alors je me suis dit « Confirmation! » Je m'en vais à la maison et je m'inscris. Alors, la radio et la télévision aussi, tu sais, c'est pas juste les films, la publicité des fois à la télévision peut nous informer, nous guider dans notre vie personnelle. Oui, ça s'adresse à la collectivité. Quand je vois le beau André Sauvé qui parle de liberté 55, là, lui, il parle à la collectivité, mais à l'individuel, peut-être qu'une personne, ça peut lui parler aussi. C'est justement en train de se poser des questions. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été à Roche-Aveillon, à Saint-Jean-Port-Joli? Oui. Alors, avez-vous mangé au restaurant? Bien sûr. Oui, c'est gourmand, quelque chose. Moi, ma mère, elle est là tous les étés. Et après qu'elle est décédée, j'ai dit, bon, je vais essayer ça, je vais y aller. Imaginez-vous, on s'en va là, j'étais avec 2 amis, on a mangé comme des salauds. Et savez-vous c'était quoi le titre de la pièce de théâtre? Quelques livres en trop. Okay. Ça faisait du sens, là. Mais aussi, je suis auteur, j'ai beaucoup de livres. Je ne sais pas si vous savez, mais traîner des valises de livres quand je fais des salons, là, c'est dur pour le dos et c'est dur pour les bras. Et j'en avais un petit peu marre. Puis l'histoire de la pièce de théâtre, c'est quelqu'un qui vend des livres.
Et ça ne marche pas, là. Il y a quelque chose, il ne veut plus continuer ça. Lui et son père, là, ils se chicanent. On va-tu continuer? On va-tu mettre la clé sur la porte? Et ça finit que le gars, il est créatif. Il ajoute un autre volet au livre, par exemple une boutique cadeau pour vendre des choses. Mais moi, ce que ça me disait, c'est d'ajouter, par exemple, des ateliers de collage. Alors, quand je fais ça, je ne suis pas obligée de traîner toutes mes boîtes de livres. Je fais des ateliers de dessin intuitif et de collage. Ça ne me prend pas beaucoup de matériel. Alors, ça a été une piste pour moi qui m'a aidé à continuer dans mon métier d'auteur. Il y a une maison à Québec qui s'appelle la Maison Jaune. C'est une maison où des gens prennent des cours de théâtre et à la fin de la session, je pense qu'ils ont 12 cours, ils doivent présenter une pièce de théâtre. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est tellement agréable parce que c'est des amateurs, c'est monsieur, madame, tout le monde, comme nous autres. Et ils présentent des grandes pièces de théâtre comme un violon sur le toit ou des grandes pièces. Et il y a eu, à un moment donné, les femmes jalouses. Et ça, c'est une madame qui m'a raconté ça. Elle me dit, moi, j'étais allée voir cette pièce-là. Elle hésitait. Elle avait un amoureux qui ne venait jamais la voir. Elle était plus souvent toute seule que lui était là. Et quand il y avait des fêtes, des Noël, à sa fête, à Pâques, il était jamais là. Il y avait toujours quelqu'un à faire. Là, elle se disait, j'ai-tu besoin de ça? Mais son amoureux, il contribuait financièrement à son appartement. Et tu sais, financièrement, elle avait de l'aide. Elle s'est dit, je vais-tu le laisser? Mais elle avait peur d'avoir des soucis financiers. Mais finalement, elle était dans cet état-là, elle se demandait qu'est-ce que je fais. Elle s'en va voir cette pièce de théâtre-là, Les femmes jalouses. Et dans la pièce, il y a une femme qui est intelligente et créative. Elle est très riche. Elle peut avoir tous les hommes à ses pieds parce qu'elle est très riche. Puis elle s'est dit, il faut que je me mette à croire en moi. Au lieu de m'accrocher à un bonhomme qui n'est pas fin avec moi, là, ben, je suis bien mieux de me prendre en main, de développer mes talents, ma créativité, de me réaliser et de créer mon abondance. Pour elle, ça a été une lancée. Et c'est une femme qui est en affaires aujourd'hui. Les spectacles d'humour, est-ce que vous êtes amateur? Oui. Oui. C'est quoi? C'est qui votre humoriste préféré? Boukhar Diouf. Boukhar Diouf. Oui. Moi, j'aime beaucoup Rachid Badouri. Je l'aime beaucoup. Est-ce que vous connaissez Mohamed Felag? C'est un Algérien. Ah, lui, il me fait mourir. Il n'est pas connu beaucoup, je pense, au Québec. Alors, Rachid Badouri, dans un de ses spectacles, au moment où collectivement on vivait la hantise des musulmans, je ne sais pas si vous avez vu son spectacle Batterie rechargée, mais lui, il nous plombe ça à plein. Il beurre épais, comme on dit avec les musulmans. Et je trouve ça tellement guérissant socialement, comment il nous propose son point de vue. Alors, c'était vraiment exagéré. Si vous avez, il est sur YouTube, le spectacle au complet. Manquez pas ça, c'est tellement drôle. Alors, ça s'appelle comme ça, Batterie rechargée. Vous pouvez tout le voir. C'est pour quelqu'un qui a des préjugés à l'égard de ce qui se passe dans le monde des musulmans, là, allez voir ça, c'est trop bon. Il va vous guérir ses yeux. Parce que vous savez, quand on embarque dans la peur comme ça, que ce soit par rapport aux musulmans ou n'importe quoi, c'est que ça nous retire de l'amour. Et si on veut rester centré sur l'amour, ben il faut se débarrasser de ces peurs-là. Et il y en a qui se font une mission spéciale de nous les dépeindre négativement pour essayer de diviser les peuples au lieu de les unifier. Parce que sur la planète, on fait un, hein? On habite toute la même planète, alors c'est mieux qu'on soit unifié que divisé.
Se reconnaître en tant qu'âme. Comment les arts nous aident à nous reconnaître en tant qu'âme? Sinon, si on ne se reconnaît pas comme en tant qu'âme, c'est pas facile l'existence humaine, hein, parce qu'on est, on vieillit, puis on meurt. C'est comme un peu triste. Il ne se passe pas grand-chose entre les deux. Ou, tu sais, c'est comme assez dramatique, là. Dans le temps des fêtes, moi, j'ai ma carte de membre à la salle Albert Rousseau, Québec. C'est Albert Rousseau, je pense, et ils nous envoient des offres spéciales des fois. Et dans le temps des fêtes, il y avait eu Sainte-Carmen de la Maine de Michel Tremblay. J'étais allée voir ça. Et là, dans le temps des fêtes, c'était une période, j'étais cassée, ça ne me tentait pas de travailler. Je voulais aller en voyage, je ne pouvais pas. Alors, c'est comme, je ne me sentais pas très bien. Mais là, quand je suis allée voir cette pièce-là, j'ai changé mon capot de bord. C'est dans un milieu. Est-ce qu'il y en a qui la connaissent, cette pièce-là, Sainte-Carmen de la Maine? Alors, c'est dans un quartier de Montréal, populaire, où c'est plein de démunis. Vous avez de la prostitution, vous avez de la drogue, un fort taux d'alcoolisme, du chômage. Ça va pas bien dans le quartier, OK? On voit toute la misère qu'il y a là. Et il y en a une qui est partie aux États-Unis, elle est allée apprendre le chant, elle revient et là, elle présente un spectacle. Et ça finit comme ça. Elle est sous des spots de lumière. Elle a une robe blanche à paillettes, elle est éblouissante, elle est belle, elle a les yeux brillants. Et moi, ce que ça me disait, ça, c'est garde. On a beau avoir des côtés sombres et vivre des moments sombres dans notre vie. Ben, au lieu de nourrir nos côtés sombres, ben, c'est de mettre le côté sur le beau qui est à l'intérieur de moi, de se voir en tant qu'âme. Parce qu'on est dans un monde de dualité où il y a de l'ombre et de la lumière. L'ombre, elle va toujours, tant qu'on va être sur la planète Terre, on va toujours avoir des côtés ombres. Et c'est important de les connaître, de pouvoir les identifier. Et les rêves, ça sert à ça. Vous pouvez demander à vos rêves de vous montrer vos côtés sombres, parce que ce sont eux, ces côtés-là, qui nous jouent des mauvais tours dans la vie. Mais quand on les a identifiés, on peut plus facilement les maîtriser, mais il faut les manifester, leur faire une petite place dans notre vie pour qu'ils puissent se manifester. Parce que si on les refoule, puis on essaye de les garder en dedans, de ne pas les montrer à personne, parce que nos côtés sombres, ils nous font honte, hein? On ne veut pas montrer ça à personne. Mais c'est là que quand on les refoule, qu'ils nous font faire des gaffes. Je vous donne un exemple. Elvis Presley, quand il avait 14 ans, je crois, il faisait de l'exhibitionnisme dans la fenêtre de la salle de bain, chez lui. Alors, il y a eu des plaintes des voisins, il l'a emmené chez un psychiatre pour enfants. Et là, le psychiatre a dit, ben, Madame Presley, votre fils, il y a un côté sombre, il y a un côté exhibitionniste. Alors, orientez-le vers un métier où il va pouvoir le manifester. Alors, c'est ça le côté ombre, il faut juste l'identifier pour savoir quel est-il et lui faire de la place pour qu'il se manifeste. Là, je vous parlais de ça, pourquoi? Ah, parce que j'avais vu la pièce de Michel Tremblay. Dans la musique, je suis sûre que quand vous entendez une chanson à la radio ou à la télévision, que vous avez des événements associés, par exemple à votre adolescence ou au début de votre âge adulte, juste en entendant la chanson, vous l'avez mémorisée à l'aide d'émotions. Dans le temps, c'est figé. Est-ce que ça vous arrive des fois? Oui. Ça, c'est éternel, hein? Ça ne s'efface pas de notre mémoire. Là. Quand on entend une chanson, ça nous toujours. Par rapport à la musique, ce que je voulais vous dire, quand vous vous levez le matin et que vous fredonnez en faisant votre lit ou votre déjeuner, vous fredonnez une chanson. Mais arrêtez-vous donc à penser à ce que vous êtes en train de dire. C'est comme l'âme, vous êtes encore en cerveau droit, vous êtes encore connecté sur l'âme, vous venez de vous réveiller, vous chantez, bien, la phrase, c'est pas nécessairement toute la chanson, mais ce que vous êtes en train de fredonner. Prenez conscience.
de ce que vous êtes en train de fredonner. Et faites le collage. Vous riez, ça vous est arrivé? Non, c'est parce que moi, je fredonne, mais je fredonne une guitare. Je sais pas qu'est-ce qu'elle peut me dire. Une guitare? Oui, c'est pas des mots. Ah, des notes? Oui, c'est des notes. Des notes de guitare, OK. Moi, je ne saurais pas faire ça parce que mon fils, il joue... Les notes, c'est un air musical. Oh, oui, c'est ça, mais il n'y a pas de mots. Ça me Il y parle a peut-être pas. des bouclillages sur l'air musical. Oui, peut-être, mais j'écoute jamais les mots des Peut-être que vous travaillez beaucoup avec le son, parce que moi, je suis une personne qui travaille beaucoup avec la lumière, les couleurs. Et il y a des gens qui travaillent beaucoup avec les sons, les paroles, la musique. Moi, mon fils, moi, je suis très visuelle, donc j'ai attiré dans ma vie un enfant qui est très auditif. OK? Alors, il jouait des notes sur sa guitare, puis il me disait, maman, dis-moi, es-tu plus haute ou plus basse que la note que je vais jouer? Je ne savais pas! Mais je peux chanter juste, mais je ne suis pas capable d'apprendre ça, moi, la musique, ça ne rentre pas dans ma tête. Quand j'étais à Saint-Ferdinand, on avait un piano à salle de jeu, et il y avait une monitrice qui travaillait avec moi. Durant 2 ans, elle a essayé de m'enseigner des tunes de piano, puis au bout de 2 ans, elle m'a demandé, elle dit, tu n'aurais pas d'autres talents? J'ai compris. Je me suis orientée vers autre chose. Là, je ne sais pas, il ne faut pas que je dépasse mon temps, madame. Ben, moi, c'est vous, là. Ben, on a dit 1h15, ça fait 7h30, 8h30, 9h moins quart. Quelle heure est-il? Il est 8h28. OK. Bon. J'en fais un petit bout. On va prendre une petite pause. Ou est-ce que vous aimez mieux qu'on fasse tout de suite une période de questions? Pour vous en aller plus tôt, c'est vous autres qui allez décider. Parce que des fois, comme quand c'est les rêves, souvent il y a des gens qui aiment ça à la pause, venir me poser des questions personnelles. Mais je ne sais pas si vous en avez. Bref. Oui? Quelqu'un qui rêve pas, c'est-tu anormal? Ah, il est mort. Ça n'existe pas, monsieur. Un gros stressé. Je vais vous... Question discrète de même. Ouais. Vous connaissez ça, c'est bien. Non, c'est correct. Ça n'existe pas quelqu'un qui rêve pas. OK? On rêve 1 heure. On n'a pas connaissance. 1h30 chaque nuit. C'est juste que si vous ne portez pas d'intérêt à vos rêves, si vous ne trouvez pas que ça peut être utile dans votre vie, ça peut vous servir, peut-être que vous ne vous en rappelez pas. Mais je vais vous donner un truc si vous voulez vous en rappeler. Il faut que vous me promettiez de le faire, par exemple. Mais on va essayer. Essayez-le pas. J'aurais rêvé, moi. Non, si vous faites juste essayer, ça ne marche pas. Il faut le faire pour réussir. Ah, OK. Alors, vous prenez un papier, crayon, vous écrivez le soir avant de vous coucher. Cette nuit... Une commande. Oui, On vous commande écrivez, notre rêve. Ah. cette nuit, je me souviens de mes rêves. Est-ce que vous croyez que vous avez un ange gardien, un guide, je ne sais pas comment vous appelez ça? Ah oui. Oui, bien c'est sa job. Sa job, c'est de vous aider à vous rappeler. Alors, le soir, avant de vous coucher, vous l'invitez, vous dites, je te donne une job, là. Lui, il est content parce qu'il gagne des galons. Quand il travaille, vous le faites travailler, lui, il n'a pas de chômage, il n'a pas de timbre, là. Fait que vous êtes mieux de le faire travailler. Travail d'équipe. Oui, il est là pour vous. Alors, vous lui dites, garde, quand j'ai un rêve important, réveille-moi. Et savez-vous ce qu'ils font? Ils sont pas bêtes. Ils font sonner le téléphone ou ils font cogner à la porte. Ah, OK. Alors là, on se réveille, puis là, on vient juste de finir notre rêve. Alors, le temps de rétention est 5 à 10 minutes. Fait qu'on se dépêche à l'écrire. Il faut l'écrire, même en pleine nuit. En pleine nuit. À 3 heures du matin. Si vous vous en rappelez, c'est parce qu'il est important. Il va vous aider. On m'a dit qu'il... Alors, vous faites ça. Vous écrivez. C'est mon réveil matin. Mais Cette nuit, après mon réveil matin. je me souviens de mes rêves. Ah, ben, Et moi, je n'ai jamais connu quelqu'un qui ça y a pris plus que 10 jours avant que sa mémoire du rêve revienne. Et pourquoi on ne s'en souvient pas des rêves? Soit qu'on n'a pas d'intérêt, ou quand on était jeune, il y en a qui ont fait des rêves prémonitoires, ils ont appris que grand-mère allait mourir ou que quelqu'un allait avoir un accident. Ils n'ont pas aimé ça. Ils ont dit, moi, je ne veux plus me rappeler de mes rêves. Il s'agit juste de lever cet interdit-là pour retrouver la mémoire du rêve. Allez-vous l'essayer? ben c'est sûr, ça paraît rêver. Moi, ça coûte pas cher à rêver. Ben non, puis je dirais que ça peut être payant. Hein? Vous savez, la compagnie Dupont aux États-Unis, le Dupont, le textile, là, hey, vous autres, ils ont sauvé 3,5 millions, quasiment 4 millions.
avec un rêve. Il y avait un ingénieur, il y avait un contrat avec l'armée américaine. Il fallait qu'il tisse du tissu camouflage, là, genre toile à parachute, là. Puis, il y avait un deadline. Il fallait qu'il produise tant de verges de matériel pour telle date. La machine a brisé, les ingénieurs n'étaient pas capables de la réparer. Là, c'est le compte à rebours, là, parce que plus qu'ils perdent du temps et qu'ils ne réparent pas, la machine ne produit pas, là. Ça veut dire que la commande, à l'autre bout, ils vont perdre de l'argent, ils vont perdre le contrat s'ils ne livrent pas tout à date. Alors, il y a un ingénieur... Le personnel cadre avait eu de la formation sur les rêves, comment utiliser ses rêves pour être créatif dans son travail. L'ingénieur, avant de se coucher, il fait une demande. Il veut savoir c'est quoi le problème de la machine. Il se réveille et là, il voit, il était question d'une tige de métal avec un ressort, en tout cas. Lui, quand il s'est réveillé, il s'est habillé, puis il s'est en allé direct à l'usine. Et il savait pas mal quel morceau qui était défectué, il l'a réparé. La compagnie a sauvé le coup. Ouais. Alors, c'est très important. On a des conseils extraordinaires dans nos rêves. Et je vous dirais, les plus beaux cadeaux, là, c'est quand vous écrivez vos rêves tous les jours, à la fin du mois, retournez les lire. Vous allez voir combien vous avez eu plein de rêves prémonitoires durant votre mois. Ouais. Et on est ici parce qu'on a chacun une mission à réaliser. Si vous êtes à côté de vos bottines, que vous ne la faites pas votre mission, bien, ça fait des gens qui sont déprimés, pas heureux, pas efficaces, qui ont l'impression de perdre leur vie, de flâner. Alors, et on en a une jusqu'à 80 ans. Hein. On a déjà eu un atelier un monsieur de 80 ans. Ça faisait longtemps qu'il était à la retraite. Puis il a demandé c'est quoi sa mission, puis il en avait une encore. Ça n'arrête pas, ça. C'est jusqu'à la fin. Il y a toujours des marches à monter. Là, je voulais parler de la littérature. Je ne sais pas si vous connaissez, on est à Plessisville, c'est loin un petit peu, par exemple, camping Guillemette à Beaumont. Ça, c'est le camping de mes rêves. C'est un terrain qui est à Manchette même, là, qui descend sur le fleuve. Il y a une falaise assez beau. Moi, j'aime ça parce qu'on a une vue extraordinaire sur le fleuve, l'île d'Orléans. C'est tellement beau, puis en arrière, on voit les Laurentides. Chaque fois que je passais là, je me disais, hey, moi, je vais m'en venir ici un jour. Et c'est arrivé ce jour-là, il y a une roulotte qui est à vendre sur le terrain, et c'est le plus beau terrain, parce qu'il se trouve être juste sur le cap, là, avant que ça baisse. Alors, la vie est encore plus belle. Moi, je l'avais eu, cette roulotte-là, mais je ne veux pas l'acheter toute seule. Je me trouve un partner, un associé, et on l'achète à deux. Le premier soir que je couche là, je me dis, j'ai-tu fait une bonne affaire, moi, là d'acheter ça? Parce que c'est une vieille roulotte. J'ai-tu fait une bonne affaire? Et le gars avec qui je l'ai acheté, tu sais, c'est un ami comme ça, c'est pas quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Je me dis, bon, ça reste dans ma tête, cette question-là. Et lui, il a amené des livres, parce qu'on se relaie, tu sais. Une journée, moi, j'y vais, une autre fin de semaine, ça peut être lui qui va à roulotte, on se la partage. Il a apporté des livres à lire. Puis là, il m'avait dit, si tu veux en lire, tu peux les prendre. Alors, le soir, je suis toute seule dans le roulotte, il ne fait pas chaud dehors, je dis, bon, je vais lire. Je regarde la jaquette, ça parle de comment ça s'est créé les francs-maçons. Ça m'intéresse. Parce qu'une fois, j'ai accompagné quelqu'un dans un souper, un party de francs-maçons. Puis je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est. Là. Je me dis, bon, ça va m'instruire. Je vais me coucher moins niaiseuse à soir. Je vais lire ce livre-là. Ça s'appelait Maître Hiram et le roi Salomon. Fait que les francs-maçons, ça ne date pas d'hier, là. Je commence à lire ce livre-là. Et là, le roi Salomon, qui est de religion hébraïque, est en amour avec une princesse égyptienne de religion pharaonique. Et ça, c'est comme bien des religions. Ça ne se mélange pas, ça a l'air. Alors là, le roi Salomon, il y a un problème. Mais lui, il est assisté par un grand prêtre. Et le grand prêtre, il ne veut pas, parce que lui, il protège sa religion, là, il ne veut pas qu'il introduise une pharaonique dans la gang. Le roi Salomon, il dit, regarde, moi, je sais que ce mariage-là, Dieu y consent. Il est pour ça, lui, qu'on s'unifie. Peu importe,
pharaon, hébraïque, il faut que ça se mélange. Il dit, il va faire une affaire avec toi. Il dit au grand prêtre, je vais lancer les dés. Le 5, c'est le symbole de l'homme. Vous connaissez le pentacle de Léonard de Vinci, là? Et le 7, c'est le nombre de la femme. Il dit, je vais lancer les dés, puis si c'est un 5 et un 7, homme et femme, ça veut dire que Dieu consent mon mariage. Il lance les dés. Et c'était 57. Là, j'ai dit, c'est donc bien drôle, hein? J'avais 57 ans. J'ai 57 ans. Puis là, j'y pense, j'ai dit, hey, c'est le numéro de l'eau, de la roulotte. 57. Ah, là, j'ai dit, il faut que je compte ça à mon partenaire demain. Il faut que je monte dans le livre, que j'ai posé la question, c'est une bonne chose qu'on achète la roulotte? C'est une bonne chose que moi, je sois avec lui? Puis là, c'est comme hommes et femmes, moi et mon partenaire. Et tu sais, je tombe sur ça dans le livre. Là, je dis, hey, je vais noter à la page. Je vais noter à la page pour lui faire lire, tu sais, demain. C'est la page 86. T'as vu ça? C'est 80. Attends un petit peu, je vais voir n'importe quoi, là. Oui. C'était la page 86. Hey, le contrat, la roulotte, c'est une 86. Hey, là, veux-tu plus, là? C'était assez. Hein? J'en avais pas mal. Et ça, les chiffres, là, dans les livres, hey, moi, ça me parle, ça, c'est incroyable. À un moment donné, Lucie Dublois, qui est une amie, est auteure, elle a écrit un livre qui s'appelle « Le Code du Saint-Louis ». Puis moi, dans la période que j'ai lu son livre, « Le Code du Saint-Louis », je filais pas bien. Je me sentais pas bien physiquement. Alors, je commence à lire son livre, j'arrive sur un chapitre. La première page du chapitre, il y a plein de chiffres là-dedans. Là, j'ai dit, coudonc, c'est des numéros de loto, ça, là. Il y avait beaucoup de chiffres dans la première page. Je me mets à regarder les chiffres. Ben voyons, j'ai dit, c'est tous des chiffres en bas de 42. On va prendre une combinaison. Je prends une combinaison, j'ai gagné. J'ai pas gagné une fortune, mais j'ai gagné. Puis là, je me suis dit, qui c'est que ça allait me dire, ça? Et ce que ça me disait, le livre, le Code du Saint-Louis, c'est un livre sur l'eau. Ça parle de l'eau du début à la fin. Alors, je me suis dit, peut-être que je devrais boire plus d'eau. Et quand j'ai pensé à ça, je vous dis ici, on le sent, là, ben là, je l'ai senti. Ça me disait, si tu veux filer mieux, bois de l'eau. Vous savez, est-ce qu'il y a des buveurs de café ici? 3, jusqu'à, c'est pas beaucoup, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, c'est bon. Café, bière, gin. Tout dépend de la journée. L'heure. Hey, vous, là, vous venez de me dire pourquoi vous ne vous rappelez pas de vos rêves. Savez-vous que l'alcool, c'est l'ennemi juré des rêves? Ah, Oui, monsieur. Pourquoi l'alcool, c'est l'ennemi juré des rêves? Parce que c'est menteur, l'alcool. Quand il y a des gens qui prennent... Oh non! Parlez à un gars bien pacté, il va vous dire la vérité. Ça enlève la veille, Il y a plus d'émission. ça radote, qu'est-ce qui va mal? Parce qu'il est trop gêné, le gars, là. À genre, mais bien pacté, il va dire la vérité. Même les madames. J'avoue, il confie quelque chose. Tu savoir la vérité, parle à un gars chaud, Michel. Alors moi, j'ai musicien depuis des années. Ah, Seigneur. Bon, OK. On se parle? Oui, excusez. Non, c'est pas grave. On est là pour participer. Les sceptiques, bon chum, les sceptiques. Quand vous prenez de l'alcool, il y a des gens qui prennent une bouteille de bière le soir pour bien dormir. C'est menteur. Pourquoi? Le sommeil qui est régénérateur, qui vous répare, qui vous met en forme, qui fait en sorte que vous vous réveillez le matin et vous êtes en shape, c'est parce que vous avez fait du sommeil profond. Quand vous prenez de l'alcool, le soir surtout, Oui, le soir. vous allez plus profond. Vous restez plus en surface. Et vous avez l'impression d'avoir flotté une bonne partie de la nuit. Vous n'êtes pas descendu profondément et vous n'êtes pas régénéré. Et psychologiquement, c'est dur pour le système. Parce que il faut vraiment aller dans un sommeil profond. Et vous savez que quelqu'un qui est alcoolique, qui va en thérapie, là,
ça prend 2 ans avant que son cycle du sommeil redevienne normal. Ah, oui. C'est très important, l'alcool, de ne pas consommer, surtout le soir. Ouais, mais le vendredi soir, samedi soir, toutes les parties, c'est le soir. Les musiciens jouent des concerts. Ils vendent de l'enrichis dans ces parties-là. Oh oui! Oh, ben là, c'est moi. Ben, c'est sûr, ils vendent de l'eau, c'est sûr. Ils en vendent de l'eau. Alors, faites bien ce que Mais c'est moins rigolo. vous faites bien ce que vous voudrez, mais venez pas nous dire que vous vous Ah, rappelez c'est pour ça que pas. je rêve pas. Non, mais c'est pas, je comprends, là. Ah, ben, Bon, Tu dois passer. OK. non, ça vient. Guy Corneau, tout le monde le connaît. Ça vient. Il a écrit un livre qui s'appelle Père manqué, Père manqué à fils manqué. Moi, j'ai acheté ce livre-là. Il a resté 25 ans dans ma bibliothèque. Je ne l'avais jamais lu. Je suis déménagé 50 fois. Il a suivi partout. Il était toujours dans la bibliothèque. Puis un beau jour, je vois ce livre-là dans la bibliothèque. Puis intérieurement, ça me dit, c'est là. Tu lis ce livre-là. Je lis le livre. J'ai fini de le lire. Dernière page. Le lendemain, et là, il faut que je vous dise un peu de quoi ça parle, ce livre-là. Ce que ça dit, c'est qu'aujourd'hui, les papas avec les fils n'ont plus, comme dans l'ancien temps, des rituels entre eux. Tu sais, à la pêche, à la chasse. Aujourd'hui, la vie n'est plus comme ça. Hein. Alors, les fils manquent de rituels de partage avec leur papa. Et le fils, il y a beaucoup de mamans qui sont monoparentales. Le papa n'est pas là pour séparer le fils de la maman. Et c'est la job du père de tasser son fils, de dire, regarde, ça c'est ma femme, trouve-toi-en une, ça c'est la mienne. Tu sais, parce que le complexe d'Édipe, là. Chez les petites filles, on appelle ça le complexe d'Édipe. Alors, le livre, là, la conclusion, c'est il faut que le fils retourne vers son père. C'est très simple. Moi, mon fils, il portait mon nom. Okay? Après mon divorce, son père il est parti à l'étranger. Je l'ai fait changer de nom. Il a pris mon nom à moi. Son papa est revenu. Et là, mon fils, son père a changé de nom aussi parce que c'est un homme qui est en affaires. Et son nom, ça disait ses origines et il était victime de préjugés. Alors, là, mon fils, il m'annonce au téléphone, « Maman, je veux te dire que je vais laisser ton nom boucher et je vais prendre le nom de mon père. » À un moment, j'ai dit, « Ben, il n'y a pas de personne. » Puis en plus, que mon fils, son nom, c'est Patterson. Pater, père, son, fils, père-fils, tu sais. Ça fait sens avec le livre que je viens de lire. Et là, il me dit, j'abandonne le nom de Boucher pour prendre le nom de Patterson. Mais j'ai dit, c'est merveilleux, fils, vas-y. À lui, en vient pas du téléphone. Il dit, hey, moi, je m'attendais que tu allais me sauter une coche, que tu ne serais pas de bonne humeur parce que je laissais ton nom. Non, non, fils, c'est bien correct de même. Alors, voyez-vous comment la vie nous prépare à vivre des événements. Et si ça se faisait, si j'ai été préparée pour accepter ça, c'est parce que c'est bon pour mon fils, ce qui arrive, comprenez-vous? Alors, voyez-vous, si vous êtes conscient quand vous lisez quelque chose, quand vous voyez un film, quand vous êtes là, quand votre conscience est toute là, que vous vivez votre moment présent, vous allez être capable d'associer avec votre vécu personnel qu'est-ce que ça a à vous amener comme information. Là, je vais vous donner, parler un petit peu avant la fin de, je ne voudrais pas escamoter ça, sur les arts visuels. Alors, il y avait des personnes qui peignent ici. Hein. Un jour, j'ai une amie, elle peint, c'est une amateur, mais elle a du talent. Elle m'invite chez elle, elle monte toutes ses toiles. Puis là, à un moment donné, je passe devant une porte vitrée, puis je vois dans les randas, il y en a une sur un mur. J'ai dit, oui, mais Lise, elle, là-bas, là, tu ne me l'as pas montrée. Ben, c'est parce qu'elle dit, je ne voulais pas te la montrer parce que je la trouve laide. Ben, j'ai dit, moi, je voudrais la voir. Alors, je la regarde, puis j'ai dit, est-ce que tu me permets, je vais l'amener chez moi. Je vais l'installer chez moi, puis je vais la regarder. J'arrive, je l'installe sur le mur, puis là, je m'appuie comme ça sur le cadre de porte,
Oh, monsieur le caméraman, il ne m'aimera pas là, je me déplace. Alors, quand je m'appuie comme ça sur le mur, je vois dans la toile une femme dans la même posture. Elle est comme ça, tu sais, appuyée, comme sur un arbre. J'ai dit, c'est donc bien drôle. C'est comme si c'était un miroir. Ça reste comme ça. Puis là, à tous les jours, quand je passais devant, je la regardais. À un moment donné, je dis, ben regarde donc, c'est une télévision. C'était un boisé avec une rivière qui coulait, une rivière qui tourne un peu. Puis dans la rivière, c'est comme, au début, c'était comme un gros rocher. Puis là, ça faisait comme un bloc noir, comme un écran de télévision. Aussitôt que j'ai vu l'écran de télévision, il y a toutes sortes d'événements qui se sont produits et je me suis retrouvée 2 ans à animer une émission de télévision. Alors, c'est drôle, c'est comme si ça me parlait, ça découlait des événements. Je vous ai dit que je faisais des ateliers de dessin intuitif. Je vous montre ça. Ça, c'est une madame qui faisait des dépressions sur dépression, puis elle voulait savoir pourquoi, comment elle allait faire pour se guérir. Alors ici, ce que ça lui disait, c'est qu'elle doit retourner dans son enfance. L'eau qui coule, l'eau, c'est les émotions. Hein? Et regardez, il y a comme des rapides ici. C'est comme ça brasse l'eau. Brasser les émotions dans son enfance. Et ici, c'était la représentation symbolique de sa mère et de son père. Et c'est comme si elle était en appui sur le père. Et il faut vraiment qu'elle aille, elle se disait, il faut vraiment que j'aille investiguer dans mon enfance, retrouver qu'est-ce que j'ai vécu dans ma relation avec mes parents. Et les bouées, tu sais, c'est comme on appelle ça des tripes, là, quand on va se baigner. C'est comme, est-ce que mes parents étaient suffisamment soutenants pour me donner confiance en moi et me sentir sécure? Alors, c'est la réponse. Et ça, elle a fait ça les yeux fermés, hein? C'est du papier sketch, je comprends, des craies pastel. On gribouille les yeux fermés, on ne choisit même pas les couleurs. Moi, je respecte les couleurs. Les couleurs que vous voyez ici, c'est exactement les couleurs que la madame avait choisies. Okay? Et ici, vous voyez, ici, il y a comme une roche, puis on dirait un beau cœur. Hein? Je voyais un chapeau. Pardon? Je voyais un chapeau. Vous voyez un chapeau? Ah oui, ça pourrait être ça aussi. Changer ses idées, le mental. Ça ici, c'est moi qui l'avais fait, celui-là. Quand je suis allée remplir mon formulaire pour m'inscrire mon admission à l'université, je me suis dit, ça va-tu être dû? Je devrais-tu faire ça? C'est-tu correct? Tu sais, je tapote dessus, moi, là. Puis regardez comment elle s'amuse, la bonne femme. Puis en plus, regardez les cheveux. Elle a les cheveux blancs. Et puis ça, je n'ai pas changé de couleur. C'est exactement les couleurs qu'il y avait sur le dessin. Elle fait du ski, puis c'est comme elle s'abandonne, tu sais. Puis elle est drôle avec sa jupe, bizarrement, là, tu sais, mais elle n'a pas l'air quelqu'un de malheureux, tu sais. Elle a l'air un peu sorcière, c'est bon. Ça pourrait me ressembler. En tout cas, quand j'ai dessiné ça, je me suis dit, garde, let's go, on y va. On se laisse aller dans ça. Ça, c'est une madame qui avait des problèmes de couple. Elle voulait savoir comment elle va faire pour ramener l'harmonie dans son couple. Vous voyez bien? OK? Quelle sorte d'oiseau, si vous aviez à nommer cet oiseau-là, vous diriez quoi? Un pic, hein? Un pic. Qui c'est que ça fait un pic? Ça picosse, hein? Puis regardez l'œil, on dirait un œil humain, hein? Il est gros l'œil pour une tête d'oiseau. Alors, ce que ça disait, c'est observe-toi, observe, regarde ce qui se passe, sois attentive. Quand on picosse, on a une réponse qui picosse plus fort, hein? Alors là, c'est des coups de hache. Alors, elle trouvait que son mari, il n'allait pas de même mort. Mais là, moi, ce que j'avais le goût de demander, qui c'est qui picosse des deux? Tu sais, c'est comme un nid, l'espace familial. Elle perd des plumes. Alors, c'était sa réponse. La madame, elle a compris qu'il faut qu'elle arrête de picosser son mari, d'arrêter de dire de ramasser ses bossales, puis de le laisser être ce qu'il veut être, puis elle vienne que pourra, tu sais. Ça, c'est comme le gars qui... c'est comme le gars qui a des bottines de travail, qui se déchausse dans la chambre avant de se coucher,
Puis ça pue des pieds. OK? Puis ça fait une semaine que la madame n'est plus capable. Là, elle dit, regarde, chérie, moi, je suis plus capable. Là, fais quelque chose avec tes bottines, laisse-les dehors, change de bottines ou va te faire traiter. Il y a quelque chose qui ne marche pas parce que ça sent. Sans galerie. Hein? Les bottines sans galerie. Ou le ballon. Dehors, sans galerie. Alors, le monsieur s'en occupe pas. Ben, qu'est-ce qu'elle fait, la madame? Elle décide de changer de chambre. Elle se prend une chambre à elle, une chambre à lui, parce qu'elle ne veut plus tolérer ses odeurs de petits pieds. Ben, le monsieur, il n'est pas content. Alors, voyez-vous, là, il est obligé de régler le problème. Alors, je suis sûre qu'elle aurait fait un dessin à madame, puis elle aurait eu de l'information par rapport à ça. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire. Ça ne coûte rien, ça. Il y a des gens là, qui viennent me voir en consultation, puis moi, là, je suis pas psychiatre. Je les fais dessiner. C'est leur âme qui parle. C'est leur inconscient. Et je leur présente ça, puis je dis, qu'est-ce que tu vois là-dedans? Parce que moi, je vois quelque chose, mais c'est pas ce que moi je vois. Il faut que ce soit elle qui le voit. Puis là, je la fais regarder comme ça. Puis après ça, quand elle le voit, là, je fais faire le tracé. OK? Elle prend le crayon, puis elle me demande qu'est-ce qu'elle voit. Il y en a une que j'aurais peut-être dû amener, mais c'est parce que le format est plus grand. À un moment donné, j'avais fait un postulat de rêve. Je voulais savoir. C'est un postulat de rêve pour la connaissance de soi. Je me disais, montre-moi dans mes rêves des images pour que je puisse mieux me connaître. Pas de rêve. Pas de mémoire de rêve ce jour-là. C'est rare, ça m'arrive, mais ça arrive. Et quand ça fait ça, souvent, la réponse est 2 jours, dans les signes de jour. Alors, je m'installe sur le coin de la table le matin en déjeunant et je me fais un dessin intuitif. Et la réponse que ça a donné, c'est un petit bébé tout lumineux qui est comme installé sur une petite serviette rose. Et vous avez comme toutes des fantômes qui sont penchés comme ça sur le bébé. Et c'est toutes des parties de moi, des parties ombres et des parties lumière. Et c'est très significatif. Je veux dire, je me reconnais dans tous les personnages qu'il y a là-dessus. Ça aurait pu être intéressant que je l'amène, là, mais c'est quelque chose que vous pouvez expérimenter. Et vous êtes capable de sentir, quand vous allez le voir, là, ça vous prend juste des pastels secs. Vous allez à la librairie ou comme Omer de Serre, ou aussi, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, un magasin de bureau. Des pastels secs, ça vous prend du papier sketch qui vend au Dollarama. Ça coûte une pièce et 25. Vous avez 33 feuilles dans le pain. Vous en avez en masse. Et vous faites juste du gribouillage, les yeux fermés, vous choisissez pas les couleurs. Après ça, vous prenez le Kleenex, vous estompez ça et vous allez voir comment c'est extraordinaire. Alors moi, je travaille sur les rêves, donc vous saviez peut-être pas que si vous croyez à la réincarnation, les rêves, ça sert à nous dévoiler qui on était avant. Alors moi, j'ai fait des expériences comme ça à l'état de rêve. Je n'avais pas ma réponse en rêve. Je l'ai eu dans le physique le jour. Alors 2 fois, dans la même journée, 2 personnes qui me connaissent de longue date se sont trompées de nom et au lieu de m'appeler Paul, m'ont appelé Annette. Alors, ça ne se ressemble pas, hein? Annette, Paul. Il n'y a pas grand-chose de commun. Alors, ça m'a sonné une cloche, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, parce que vous savez, on se réincarne longtemps dans mes familles. Hein. Alors, j'ai appelé ma mère et elle m'a raconté l'histoire d'Annette. OK? Et là, je vous parle de ça pourquoi, là? C'est ça la bonne feuille? Oui. C'est pas la bonne feuille. Oh oui, OK. Et là, j'ai su que Annette est morte noyée dans le Saint-Laurent. Et à un moment donné, je suis dans un séminaire spirituel et il y a une pièce à part. Il y a la salle de présentation des conférences, mais à côté, il y a la salle des arts, où il y a des peintres, où il y a toutes sortes d'arts, des gens qui écrivent. Et comme je m'intéresse aux arts, je suis allée faire le tour. Et en rentrant, je ne suis pas rentrée de la salle, je suis juste sur le seuil de porte et je vois en face sur le mur opposé, loin comme la porte du bureau qu'il y a là,
C'est une toile, c'est comme une morte, une femme qui flotte avec ses cheveux dans l'eau, là. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué les reflets que ça fait dans le fond de l'eau quand il y a des roches, la roche de rivière, tu sais, ça fait tout du mirage, l'eau, hein. Ah, c'est tellement... Là, je me suis dit, mais comment il a fait pour faire ça? Les mirages sur les roches dans le fond de l'eau, c'est pas évident à faire, là, une toile, de la peinture. C'était de l'aquarelle. Et là, vous avez au-dessus de la femme comme un ange doré. On pourrait dire, à la rigueur, c'est une femme qui se noie et puis ses larmes qui se retirent. Qui sort du... C'est comme si elle flotte au-dessus du corps. Là, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est donc bien beau. Puis ça me touche tellement, là. Ça me... Oh! Puis là, je vois Jean-Marc, le peintre. Mais j'ai dit, mais mon Dieu, comment t'as fait pour faire ça? J'ai dit, tout le gravier de rivière, les mirages dans l'eau, les cheveux, tu sais, qui flottent. Ben, non, regarde, je me dis, ben, oh, c'est parce que c'est une peinture abstraite. Ah ouais? Moi, je le voyais clair, là. Pour moi, c'était clair. Vous savez, on a chacun notre état de conscience du moment. Et vous allez aller dans un vernissage où il y a des peintures abstraites, et vous allez voir des choses que nul autre va voir. Parce que votre état de conscience est là. C'est ça qui est magique. On est individuel. On fait un, mais l'âme est individuelle à cause de ses expériences. Et là, est-ce qu'on prend une pause ou vous avez des questions? Bon, on peut prendre des questions, je crois. Avez-vous des questions? Peu importe, sur les rêves, les signes de jour, n'importe quoi. Je suis ouverte à vos questions. Mais je suis donc bien bonne. C'est tout dit. Non, vous êtes impressionnant. Vous trouvez? Oui. Moi, j'ai vu beaucoup de monde dans ma vie. Et vous impressionnez, Martin. Vous avez beaucoup de bagarres. Ben, je suis une curieuse, moi. Je suis une grande aventurière. Peut-être qu'un jour, j'écrirai mes aventures. Ça va être fou. Oui. C'est bien, c'est positif, c'est correct. C'est quoi votre signe astrologique? Je suis poisson. Poisson. Mais Ah, moi, je suis équinoxe. Comment? Je suis équinoxe, je suis née Ah, qui je suis à cheval, là? à cheval sur le printemps. Mais dans mon année de naissance, le bélier commençait à 2h l'après-midi. Moi, je suis née à 9h15. Je suis poisson, mais j'ai beaucoup de bélier. Ça n'en Donc, vous êtes prenait. très bélier. Mais je vous dirais qu'en vieillissant, je suis plus poisson que bélier. On peut vivre comme ça des expériences. Il y a des choses qui sont dans nos mémoires, qu'on a senties dans l'énergie. Et c'est comme inexplicable. Moi, quand mon père était mourant, là, ça faisait une semaine, ses reins ne fonctionnaient plus. Et j'étais à Québec. J'étais occupée comme toujours. Et ma soeur m'appelle, elle me dit, ben là, il faudrait que tu viennes voir papa parce qu'il ne passera pas la nuit. Ben, j'ai dit, ça donne bien. Demain matin, je suis à Thetford. Je vais aller le voir. Ben là, elle dit, je ne suis pas sûre qu'il va passer la nuit. Ben, j'ai dit, il n'y a pas de problème, je m'arrange avec ça. Et là, je m'installe dans mon bain, puis je me dis, comment on est puissant. Hein? On est capable de tout faire. On est à l'image de notre créateur, on est limité. Je m'installe dans le bain, puis là, je parle à mon guide, je dis, regarde, on y va. OK? On y va. C'est un principe spirituel. Je suis là où est ma pensée. Comme vous, votre pensée est sur l'histoire de cette femme-là. C'est comme si vous avez accès à toutes ces mémoires-là. Alors là, je dis, on part, on s'en va, on va l'accompagner. Ça fait une semaine, ses reins ne marchent pas, les docteurs ne comprennent pas comment est-ce qu'il fait pour toffer ça. Mais les bouchées, c'est pas tout hein? C'est du monde. C'est tough, OK? Ma grand-mère est décédée à 99 ans parce qu'elle a décidé. Parce qu'elle a dit, moi, là, j'en ai assez, j'en ai ras-le-bol. La dernière que j'ai connue de ma génération, elle vient de mourir, sa cousine. C'était la seule à qui José allait voir. Là, elle dit, vous autres, vous êtes tous occupés. Moi, je m'en vois. Elle s'est fait arriver une pneumonie. La pneumonie, c'est la joie de vivre. Hein? 3 jours, comme un petit oiseau, elle est partie. Mais elle avait le droit. C'était sa vie. Alors là, je reviens à mon père. Là, je me disais, il a peur.
C'est pour ça. Lui, il avait peur d'en faire parce que c'était pas un ange, mon père, OK? Lui aussi, il ne se rappelait pas de ses rêves. Gros gem dans le temps, le combat. Fait que je m'en vais le trouver dans ma pensée. Puis là, je m'imagine, je suis dans la chambre d'hôpital, il est là, tout ça, puis je parle, je dis, regarde, as-tu confiance en moi? Mon père, il a toujours trouvé que j'étais un peu spécial. Fait que je savais qu'il avait confiance en moi. J'ai dit, regarde, viens avec moi, là, on va aller te reconduire. Tu vas voir, ça va bien se passer. Et là, dans ma tête, je fais tout le processus. Et là, je suis dans mon bain, là. Là, je reviens, je lâche mes pensées, et je reviens. Là, je sais qu'il est bien escorté, je l'ai mis entre bonnes mains. Je débarque du bain, je m'essuie. En mettant la main sur la poignée de la porte, le téléphone sonne, ma soeur a dit, c'est fait, il est parti. Alors, il faut faire confiance. On est grand, on est illimité comme âme, pas comme personne physique. C'est pas grand-chose, là, personne physique. Mais c'est ce qu'il y a en dedans, hein, l'exploration du monde intérieur. Et les arts vous amènent à ça, à explorer vos mondes intérieurs, parce qu'ils nous font vivre des choses, et les films, et le théâtre, et tout ça, la télévision, la publicité, tous les gens qui créent. Alors, ces gens-là, ils ont une mission de nous faire évoluer, et c'est de valeur, parce que souvent, c'est eux autres qui sont les plus mal payés, les artistes. C'est dommage, parce que c'est eux qui ont notre guidance. C'est comme ils sont inspirés pour créer des choses qui nous aident à avancer, à prendre les bonnes décisions. Alors, tous les romans qu'il y a ici à la bibliothèque, toute la littérature, là, laissez-vous guider. Vous promenez votre main là, sur un rayon de bibliothèque, regardez même pas les titres. Puis, arrêtez-vous, prenez-en un. Là, vous regardez ça, ça ne vous dit pas grand-chose. Bien, prenez-en une chance. Lisez-le donc, ne serait-ce que les premiers chapitres. Moi, ça m'est arrivé avec le livre « Le faiseur de pluie ». Je m'excuse, hein, je ne dis pas les noms d'auteurs parce que je n'ai pas la mémoire de ça. Je devrais, je suis auteur moi-même, mais je ne m'en rappelle pas. Mais le faiseur de pluie, là, je lisais ça, et le gars, il avait la même date de naissance que moi. Il y avait plein de détails pareils, des choses qui étaient précisées dans le livre, puis c'était mes affaires à moi. Et l'histoire de ce gars-là, c'est, tu sais, je vous ai dit, moi, je suis une personne pacifique, hein, où s'il y a de la chenoute, moi, je ne reste pas là, je pars puis je m'en vais. Bien, le gars, lui, il avait un comportement de fuite. Il avait réussi à inventer la pluie, il avait réussi à faire quelque chose, mais il était poursuivi parce qu'il y en a qui voulaient son secret pour pouvoir contrôler le monde. Alors, moi, ce que ça me disait, les coïncidences qu'il y avait là-dedans, j'ai reconnu que j'avais, oui, un certain comportement de fuite. Quand ça va bien, ça va pas bien quelque part, moi, j'aime pas ça, je pars ailleurs. Alors, est-ce que d'autres questions? D'autres commentaires? Oui, ça aide beaucoup les gens. Parce que ça les remet, ça les reconnecte avec eux autres mêmes. Parce qu'on est dans une société où on est souvent connecté sur des besoins extérieurs. Hein? Il faut que tu achètes ça pour guérir. Il faut que tu ailles là, il faut que tu fasses ça. Mais dans le fond, c'est des accessoires. Tout est là en dedans. On cherche toujours l'amour en dehors, mais l'amour est en dedans de soi. C'est bien caché. Hein? Et par le dessin, quand la personne dessine, vous l'aidez à se reconnecter avec elle-même. Quand je fais des ateliers de dessin intuitif, là, les gens, ils aiment ça. Je me promène, puis ils me disent, ben toi, qu'est-ce que tu vois dans mon dessin? Je le dis, mais je les ramène toujours à la résonance intérieure, parce que moi, je ne suis pas le bon Dieu. Ben, la même chose que moi je disais, quelqu'un qui n'a pas peur des serpents n'aura pas la même signification Pas que du quelqu'un tout. qui a peur. Pas du tout. Je laisse ça à la personne. Ouais. J'avais fait ça, ça avait été drôle. Je suivais des cours de dessin. C'était plus une activité loisir que je faisais, là. On dessinait au crayon plat. Et là, à la pause, je propose l'expérience de faire des dessins intuitifs. J'ai dit, on va laisser des crayons plats. Et ça a été tellement amusant, parce que là, on disait, comme question, je suis là où est ma pensée. Et c'était drôle parce qu'il y avait un adolescent, 15-16 ans à peu près. Le petit gars, il fait un dessin intuitif, puis
lui, il ne voyait pas qu'est-ce qu'il avait dessiné. Non, c'est ça. Mais nous autres, on était face à lui, on le voyait à l'envers. Hey, c'était un pénis, ma chère, en éruption. Puis là, on s'est regardés toutes les deux, puis on a dit, ah, c'est beau, hein, mais on n'a pas dit un mot. Ah oui, parce c'est qu'on a dit, incroyable. va être gêné devant toute la classe, là. Mais, tu sais, c'est magique. On développe, à force de faire ça, là, on développe comme une sensibilité, je te dirais, bien spéciale. À un moment donné, je rentre chez une amie qui fait de la peinture. Elle me dit, je disais ça, moi, quand je vois des toiles, là, c'est comme si je sens comment la personne elle se sentait ou ce qu'elle vivait quand elle a fait ça. Enfin, évidemment. Alors là, je dis, mon Dieu, elle me montre une toile qu'elle avait mis dans le salon. J'ai dit, qui c'est qui est mort quand tu as peint ça? Elle dit, où tu vois ça? Elle dit, c'est mon père. Elle dit, j'ai peint ça quand mon père est mort. C'était comme un petit bébé qui tournoyait dans l'air, puis il y avait un arbre. L'arbre, c'est la famille, c'est comme le bébé, c'est l'âme, hein? C'est pur, un bébé, on arrive à l'état pur. Dans le monde physique, ce qui est plus lumière, c'est les papillons, les oiseaux, les bébés, c'est de la lumière pure. Alors là, c'est comme le bébé sans retourner, c'est comme une âme qui est de retour dans sa vraie maison. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention, et je vous invite, si vous êtes attiré par les arts, de continuer d'en faire, puis d'en consommer, mais toujours, rappelez-vous, quand vous asseyez devant la télévision ou au cinéma, posez-vous donc la question, ou vous allez à un concert, qu'est-ce que j'ai à apprendre dans le moment présent et qui fait sens avec mon vécu personnel? C'est ça qui est important. Alors, de toute cette conférence-là, rappelez-vous juste de cette phrase-là, qu'est-ce que j'ai à apprendre? Alors, merci d'avoir été là et je vous souhaite un bon retour. Merci, Mme Bédard.